BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Après une semaine particulièrement troublée dans l'éducation nationale, le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel, menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile, les menaces d'attentats et les diffusions d'images de décapitation sur des messageries internes de collèges, de lycées, et puis cette journée de grève aujourd'hui dans un certain nombre d'établissements contre les groupes de niveau. Vos réponses donc ce matin sont particulièrement attendu. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette suspension des ENT. Les ENT, ce sont ces espaces numériques de travail. Au moment où on se parle, elles ont été suspendues, ces messageries internes, à l'usage des professeurs et des élèves, parce qu'effectivement, un certain nombre de menaces avaient été proférées. D'abord, est-ce que vous allez les rouvrir? Est-ce qu'on va retrouver ces ENT pour les élèves et les profs? Oui, bien sûr. L'idée c'est que cette suspension soit temporaire. En réalité, si vous voulez, je voudrais juste dire en chapeau que la sécurité des enseignants, c'est la condition d'une école qui fonctionne. Et dans notre République, l'école, c'est l'un des symboles les plus forts. On doit la sécurité à nos enseignants et à l'ensemble des personnels qui travaillent dans les écoles. Cette sécurité, évidemment, elle prend diverses formes. Et ce que vous évoquez là, au travers des espaces numériques de travail, c'est évidemment la sécurité numérique. Vous savez qu'il y a eu évidemment des messages, disons, qui étaient très menaçants, qui ont été diffusés la semaine dernière. Combien d'élèves, pardon, mais on parle de quoi? Est-ce qu'on parle d'une poignée? Est-ce qu'on parle combien? Est-ce que vous avez une idée de combien d'élèves ont été confrontés à ces messages et même à ces vidéos de décapitation? Il faut quand même dire ce qui est. Il y a eu à peu près 400 établissements qui ont été visés sur une vingtaine d'académies, et donc évidemment des élèves qui ont été visés. Je n'en ai pas le nombre exact, mais enfin, ça se compte en milliers. Oui, bien sûr. Peut-être même en dizaines de milliers. Dizaines de milliers, je ne sais pas, mais en tout cas trop. Et c'est inacceptable. Et donc, ces messages sont entrés par les comptes personnels de nos élèves. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que soit suspendue la messagerie des ENT pour que nous puissions réinitialiser ces comptes, sécuriser l'ensemble du dispositif, refaire passer des consignes de prudence sur la gestion de ces comptes. On ne donne pas son numéro, son code d'accès. Et donc, il y a des éléments importants de ce point de vue-là. Et évidemment, remettre en fonctionnement les ENT. Avez-vous une perspective? Est-ce que vous pouvez dire aux parents, aux élèves qui nous écoutent ce matin qu'au retour des vacances, par exemple, puisque là, selon les zones, les vacances commencent ce vendredi pour certaines? C'est notre objectif, si vous voulez, de suspendre les ENT pendant ces vacances de printemps pour pouvoir faire les premiers travaux dessus, de sécurisation, et ensuite de réouvrir après les vacances. C'est un travail que je conduis en lien avec les collectivités territoriales. Je les ai réunis, j'ai eu au téléphone la présidente de l'ARF, Madame Delga, Monsieur Sauvadet des départements de France, pour que nous travaillions évidemment ensemble. Nicole Belloubet, vous avez annoncé des forces mobiles scolaires nationales qui seraient composées d'une vingtaine de personnes qui pourraient être envoyées dans des établissements scolaires en cas de difficulté. J'aimerais qu'on essaie de rentrer dans le détail concret, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression que ce sont des pompiers de la laïcité ou de la pompiers des menaces. Ça va marcher comment? Ils vont venir d'où? C'est le deuxième type d'atteinte à la sécurité de nos personnels. On vient de parler de la sécurité numérique. Il y a également d'autres types d'atteintes qui peuvent être matérielles, qui peuvent être physiques. Et dans un établissement en crise, pour une raison ou pour une autre, il est important que nous puissions dépêcher des personnels qui, aux côtés des chefs d'établissement, aux côtés des équipes enseignantes, soient là pour rétablir le plus tôt possible le calme et la sécurité. Alors, il y a des équipes académiques qui font cela, mais j'ai souhaité créer une force nationale, scolaire, mobile, que nous pourrions dépêcher dans tel établissement très rapidement pour l'aider à rétablir le calme. Sachant qu'il y a déjà des réserves, effectivement, ce qu'on appelle les réserves, les brigades de réserve, qui sont très rarement appelées en vrai. Elles sont appelées, encore une fois, pour venir pendant un temps limité apporter du calme et de la sécurité. Je crois que c'est important qu'on puisse dire aux chefs d'établissement, aux équipes éducatives, vous nous appelez, on est là. Franchement, je le dis, moi, mon souci, c'est de montrer qu'on est en permanence aux côtés des équipes éducatives, que ce soit lorsqu'il y a des atteintes à la laïcité, dont on sait qu'elles sont inacceptables, c'est ce qui s'est passé à Ravel, ou que ce soit dans des atteintes numériques ou physiques. On va revenir sur Ravel dans un instant, aussi sur la question de la suite de la plainte, puisque Gabriel Attal avait annoncé que l'État porterait plainte. Mais puisque vous parlez de ces brigades, j'aimerais qu'on essaye de comprendre concrètement à quoi elles serveraient. Je voudrais vous donner deux exemples très concrets, très précis, et savoir
quoi faire. Il y a une professeure de musique du Maurice Ravel qui a témoigné dans le journal Le Parisien la semaine dernière et voilà ce qu'elle raconte. Le problème plus global, dit-elle, c'est la place qu'a prise la religion dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, raconte-t-elle, des élèves de 6e refusent de chanter en période de Ramadan parce que c'est haram, c'est-à-dire péché. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette prof ? Bien, écoutez, d'abord, elle en parle. C'est ce qu'elle vient de faire, mais elle en parle à son chef d'établissement et elle en parle à son équipe au personnel qui travaille dans l'établissement. Ensuite, mais quand elle est devant les élèves, d'abord, je veux dire, je voudrais qu'on imagine la scène. Elle est dans une classe, elle est devant ses élèves de 6e, elle a une poignée, un peu plus d'élèves qui lui disent « Mais madame, on refuse de chanter ». Elle explique qu'à l'école, c'est le principe de la laïcité qui s'applique. Donc, à l'école, la religion n'a pas sa place. C'est très clair. Et c'est bien parce qu'à l'école, nous travaillons dans un espace commun, neutre, que les différences pourront ensuite s'exprimer et s'expliquer. Moi, je le dis clairement, à l'école, ce n'est pas ce que l'on croit qui s'impose, mais ce que l'on sait et ce que l'on doit savoir, mais là, c'est la science. Alors, on en parle calmement, mais je pense qu'il faut imaginer des élèves. Moi, j'entends bien le principe, mais j'essaie de me mettre à la place d'un prof qui est quand même face à une classe d'élèves qui, pour certains, sont peut-être véhéments, turbulents, qui disent « Mais madame, on ne veut pas chanter ». Est-ce que, sur le moment, elle doit les forcer à chanter ? Est-ce qu'elle doit leur dire « Écoutez, vous êtes en classe de musique, le principe, c'est qu'on chante, vous allez chanter ». Ou est-ce qu'elle doit respecter ? Ah non, elle ne doit pas respecter. Non. D'accord. Donc elle doit les forcer à chanter. Non, mais les forcer, on ne force pas quelqu'un à chanter, mais on explique, on dialogue, c'est, me semble-t-il, le premier temps, et on explique pourquoi, à l'école, en cours de musique, on applique le programme du cours de musique, quel que soit le temps et le moment. C'est très important. Ramadan par Ramadan, haram par haram. Mais bien sûr, c'est le principe de la laïcité. Et je poursuis, si vous le voulez bien. Si l'enseignant se trouve en difficulté, il peut faire appel aux corps d'inspection qui sont présents, qui se sont dépêchés immédiatement, aux équipes valeurs de la République, présentes dans chaque académie, qui peuvent venir accompagner l'enseignant s'il le souhaite, aux cellules d'appui pédagogique que nous allons créer et qui peuvent venir dans la classe ou à côté de la classe pour réexpliquer. À l'école, le seul terrain, c'est celui des programmes et de la science. Mais encore une fois, j'essaie d'imaginer la scène. S'il doit y avoir une suspension du cours parce que certains refusent obstinément de chanter. Je ne crois pas qu'il faille suspendre le cours. Il faut expliquer pourquoi on doit suivre le programme. Ces brigades seront là, ou ces brigades ou l'académie seront là. Très vite. Peut-être pour le cours de la semaine suivante. Parce qu'en fait, des cours de musique, on sait bien, c'est une fois par semaine. Oui, mais alors la semaine suivante. Mais très bien, elle peut... Dans le cours, elle peut expliquer pourquoi il faut appliquer le programme, c'est-à-dire chanter en l'occurrence. Et puis, si c'est nécessaire, la semaine suivante, elle peut se faire accompagner par quelqu'un d'autre. Si elle le veut, évidemment. La liberté pédagogique, là, est entière. Encore une fois, pour qu'on ne soit pas dans la théorie, mais dans la pratique, deuxième exemple, celui du professeur de français qui s'appelle Grégory Le Floch, qui enseigne depuis 13 ans en collège et en lycée. Il a témoigné dans le magazine L'Obs. Il a écrit une lettre à ses élèves. Il leur dit « Parmi vous montre quelque chose qui m'inquiète et contre lequel je bute, quelque chose de bruyant et qui hurle. Tout sera bientôt impossible. Vous êtes face à une morale rabougrie et aveugle qui n'est ni de votre âge, ni de votre siècle. » Et là, il donne des exemples. Il dit qu'il a été menacé par un élève, menacé d'être dénoncé à son père parce qu'il lisait et étudiait en classe une scène de Roméo et Juliette où les deux amants s'embrassent. Que faire ? Eh bien, le professeur, là encore, je le dis clairement, il doit expliquer pourquoi Roméo et Juliette est au programme. C'est pour expliquer la diversité des écrits, la diversité des auteurs, la diversité des compositions scéniques. Il l'explique et il me semble que, là encore, il me semble pas, je suis certaine, il n'a pas à céder devant des récriminations de ce type-là. Il n'a pas à céder à la peur, car nous sommes à ses côtés. Moi, je le dis clairement, si les enseignants... Il ne cède pas à la peur, d'ailleurs. Il dit qu'il persiste et qu'il continue, mais qu'il est effrayé par la multiplication de ces exemples. Je comprends qu'il soit effrayé, et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas transiger. On ne transige pas avec la laïcité, on ne transige pas avec la science à l'école. Dernier exemple, sur les sorties scolaires, c'est encore Grégory Le Floch qui le raconte. Il dit « La première fois qu'on m'a confié des terminales littéraires, j'ai voulu leur faire découvrir les grands musées parisiens. Le projet reposait sur le volontariat, rien de formel, tout était libre. Nous avons commencé, raconte-t-il, par l'Institut du monde arabe. Mes élèves furent tous au rendez-vous, ce fut un succès réjouissant. La conversation après la visite m'a montré des élèves curieux et intéressés. La semaine suivante, autour du musée d'Orsay. Mais à l'heure convenue, il n'y eut qu'une maigre poignée d'élèves. Dans mon souvenir, deux élèves qui se sont présentés. Le lendemain en classe, j'eus l'explication. Ils avaient vu sur Internet que le musée d'Orsay exposait des statues de femmes nues. C'était donc rédhibitoire.
Que faire? Là encore. Alors, vous me dites que c'était sur la base du volontariat, donc les choses sont peut-être un petit peu différentes. Mais là encore, il me semble que si c'est quelque chose qui entre dans le programme, il faut expliquer que la diversité de la création artistique passe par différents stades. Et il ne doit pas y avoir de pudeur fondée sur la religion qui s'exprimerait dans le cadre de l'école. Dans le cadre de l'école. En dehors de l'école, c'est autre chose. Mais dans le cadre de l'école, ce qui nous unit, je le redis ici... Vous êtes inquiète quand vous voyez la multiplication de ces témoignages? Est-ce qu'on est dans un moment crucial? Est-ce que vous vous dites que c'est un moment important, qu'il faut mener ce combat? De vigilance. Comme d'ailleurs toujours cela l'a été avec plus ou moins d'acuité en ce qui concerne la laïcité. Nous sommes dans un moment de vigilance. On l'a été au moment des affaires en 89, au moment des affaires dites du voile. De Creil. On est dans un moment où il faut être vigilant et où il faut être ferme. Parce que je le redis, c'est la condition de notre vie en commun qui s'expose là et qui s'exprime là. On ne peut pas transiger, pardonnez-moi si je me répète. Parmi les éléments de fermeté, Gabriel Attal a annoncé que l'État allait porter plainte contre la jeune femme qui était à l'origine de l'affaire de l'établissement Maurice Ravel pour une plainte pour dénonciation calomnieuse. Est-ce que cette plainte a été déposée et au nom de qui va-t-elle être déposée? Elle l'a été. Au nom de l'État, c'est le rectorat de Paris qui l'a fait, puisqu'il agit en l'occurrence au nom de l'État. Et effectivement, cela a été fait. Le rectorat a déposé plainte oui, tout à fait, sous ce chef d'accusation de dénonciation calomnieuse. Richard, si vous voulez, pardon. Allez-y. Non, ce que je veux dire ici, c'est que comme nous ne voulons pas céder à rien qui viendrait heurter les principes de l'école républicaine. Nous avons décidé juridiquement d'être très fermes. Vous porterez plainte systématiquement ? Nous allons désormais nous porter systématiquement partie civile. L'État, c'est-à-dire sans doute les rectorats, vont systématiquement se porter civil dès lors qu'il y a une atteinte commise à l'endroit de l'école. Et c'est parce que l'État ira en justice que l'école obtiendra réparation. Quand il y aura eu des dégâts, que ce soit des dégâts matériels ou des dégâts moraux, à l'endroit de nos professeurs, de nos équipes éducatives, eh bien, il n'est pas anormal que l'État se porte partie civile. Nous ne céderons en rien. Une question à propos de Samuel Paty. Est-ce que vous estimez, vous, Nicole Belloubet, que l'État a une part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty, de ne pas l'avoir protégé ? Alors, si vous voulez, il y a sans doute des choses qui auraient pu être mieux faites. Pour autant, je ne suis pas certaine que l'on puisse dire que l'État a une part de responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty. Mais cet assassinat terroriste qui a beaucoup marqué a été un électrochoc pour l'État. Cela nous a conduit à avoir la fermeté dont je témoigne ici et dont mes prédécesseurs ont également témoigné, à remettre en place des procédures de sécurité auprès de nos équipes éducatives. C'est ce que je voudrais dire ici. Je voudrais que vous puissiez écouter les mots de la sœur de Samuel Paty, qui était à ce même micro la semaine dernière. En termes de collecte d'informations, je pense qu'il n'y a pas eu de faille. Ce n'est pas au niveau de la collecte le problème. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ces éléments. Le fait de rassembler les informations, avoir conscience effectivement qu'il peut se passer quelque chose, aurait dû emmener à minima une protection de mon frère. Il était totalement évident qu'il aurait dû être mis en retrait et qu'il aurait dû bénéficier d'une protection. De quoi est mort votre frère ? Comment vous qualifieriez les choses ? D'un abandon. D'un abandon. Qu'est-ce que vous répondez, Nicole Belloubet ? Je réponds qu'il est mort d'un assassinat terroriste et que, certes, je le redis devant vous, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais il me semble difficile de considérer que l'État a une part de responsabilité dans cet assassinat terroriste. Nicole Belloubet, jour de grève aujourd'hui dans l'éducation nationale contre la mise en place des groupes de niveau. Alors d'abord, je m'y perds un peu. J'arrive plus à savoir s'il y aura des groupes de niveau ou pas. Il y aura une prise en charge particulière de nos élèves de 6e et de 5e en français et en maths en groupe. Moi, je préfère parler de groupe de besoin. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de classer un élève en début de 6e et qu'il ressorte en fin de 5e en étant dans le groupe des plus faibles ou des plus forts, mais au contraire, en fonction des compétences qu'il devra acquérir en français et en maths, qu'il puisse évoluer d'un groupe à l'autre en fonction de ses besoins. Je le redis ici devant vous, par exemple, puisque vous aimez les exemples concrets. Oui. En maths, vous apprenez et la numération et la géométrie. Vous pouvez avoir un élève qui est à l'aise en numération et qui est
plus en difficulté en géométrie. Eh bien, dans cette même année, il pourra être dans des groupes différents en fonction de ce qu'il apprendra, en fonction de la comment géométrie. vous sélectionnez? C'est-à-dire comment se passe? C'est en fonction des notes, des évaluations? Non, ce sont les enseignants. En début d'année, les enseignants vont prendre les élèves en classe entière et en fonction des thématiques abordées, ils pourront les répartir en groupes. C'est assez simple et somme toute de bonne logique. Et donc moi, je le redis ici, ce n'est pas du tout un tri des élèves. Pas du tout. L'idée est au contraire de leur donner en groupe, selon leur niveau, des compétences mieux assises et mieux assurées. En groupe selon leur niveau, j'avoue que moi j'entends groupe de niveau quand même. Non, pas du tout. En groupe selon leur niveau, en fonction de la compétence requise. En géométrie, vous êtes un peu plus faible, eh bien on va peut-être vous prendre en plus petit groupe. Mais si en numération vous êtes bon, eh bien vous serez en classe entière. Donc si vous voulez, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on va travailler selon les besoins des élèves. Des groupes de soutien? Non, j'appellerais pas ça soutien, j'appellerais ça des groupes pour travailler les programmes, mais en plus petit nombre, en fonction des situations. Ou bien... Ça va se passer en plus des horaires de cours? Non, c'est-à-dire on va vous dire, voilà, dans les vous 4h30. Non, il y a 4h30 de français. Et donc dans la classe, on met ceux qui sont bons en algèbre d'un côté, ceux qui sont... Oui, mais vous savez, et le prof ça va se faire d'un groupe à l'autre. Ça va se faire assez naturellement. C'est-à-dire qu'en 6e, vous avez un nombre d'élèves. Soit ils sont répartis en différents groupes, soit ce sont plusieurs classes de 6e qui vont être réparties dans les mêmes groupes. Ça va se faire, me semble-t-il, assez naturellement. Alors, mais je le redis, ce ne sont pas des groupes qui doivent trier les élèves. C'est au contraire un dispositif qui leur permet de mieux apprendre. Parce qu'on a un objectif, un seul, qui est d'améliorer les résultats de tous nos élèves. Un certain nombre d'élèves, de professeurs sont aujourd'hui en grève, jour de grève dans l'éducation nationale. D'abord, est-ce que vous avez une idée de à quel point ça va être suivi, pas suivi? Non, je n'ai pas d'idée au moment où je vous parle. Je pense que nos enseignants, auxquels je fais vraiment confiance, parce qu'il faut le redire, les enseignants travaillent beaucoup et ils ont besoin de reconnaissance. Je pense qu'ils savent que la priorité, c'est évidemment d'être aux côtés des élèves et devant les élèves. Certains établissements disent qu'ils prévoient de la désobéissance civile. C'est ce que raconte le journal Libération ce matin, qui a le témoignage d'un certain nombre de professeurs qui disent qu'ils n'appliqueront pas ces groupes. Je ne l'imagine pas, parce que s'ils en comprennent la philosophie... Je ne sais plus comment les dire, j'avoue. Je sais plus si parler de groupes. Ces groupes, ok. Groupes tout court. Non, parler de groupes de besoins, je trouve que c'est très juste. Groupes de besoins. Ces groupes, si nos enseignants en comprennent la philosophie, et ils la comprendront, évidemment, puisque aux côtés de leurs principaux, ils vont bien comprendre qu'il ne s'agit pas de trier des élèves, mais de leur apporter, selon une pédagogie différenciée, des compétences, eh bien, je pense qu'il n'y a pas de raison d'entrer en résistance comme cela est dit. Si toutefois ils mettent en application ce qu'ils disent aux journalistes de Libération, c'est-à-dire effectivement cette forme de désobéissance civile où ils refuseraient d'appliquer ces groupes de besoins, est-ce que vous prévoyez des sanctions? Est-ce que vous dites attention, si vous ne le faites pas, il y aura des sanctions? Je ne suis pas dans l'ordre des sanctions, je suis dans l'ordre de la conviction. Je redis ici que la main est donnée aux établissements au plus près des besoins du terrain pour mettre en place ces groupes de besoins. Et je suis persuadée qu'ainsi conçus, ces groupes seront mis en place partout avec intelligence en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Par ailleurs, juste un mot, ils seront accompagnés puisque j'ai donné 2 demi-journées de concertation pour que les équipes éducatives réfléchissent à la mise en place de ces groupes. Ils seront accompagnés par tous les corps d'inspection pédagogique. Donc je pense qu'il y a les moyens pour mettre en place ces dispositifs. Nicole Belloubet, il y a une mobilisation particulière en Seine-Saint-Denis où les professeurs et les parents dénoncent notamment des établissements scolaires délabrés et une absence de professeurs moins remplacés qu'ailleurs en France. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur le constat et est-ce que vous apporterez une réponse particulière? Si vous voulez, la question des établissements, lycées, collèges, elle relève des collectivités territoriales. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui gère les lycées et les collèges. Je parle des bâtiments. Ce sont le département et la région Île-de-France. J'ai eu un contact et des entretiens avec Valérie Pécresse et avec Stéphane Troussel. Nous avons évoqué ces questions-là. Ils investissent, ils rénovent. Nous devons évidemment... Et s'il faut à un moment un coup de main de l'État, est-ce que vous le ferez? Alors cela a été fait en 2019, puisqu'en 2019, raison pour laquelle je vous interroge en vous disant que ça a déjà été fait, est-ce que ça le sera fait? Le précédent Premier ministre a donné 20 millions d'euros sur 10 ans, donc 2019, c'est encore en cours, pour la rénovation des écoles. Donc il y a déjà un effort qui a été fait. Je rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, il y a un effort important qui a été fait pour les fonctionnaires, puisqu'ils bénéficient d'une prime de fidélisation de 12 000 euros versée au bout de 5 ans de présence dans le département. Elle va être versée là pour la première fois dans quelques semaines ou dans quelques jours. Nicole Belloubet, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, mais parfois en vous écoutant, je me demande si vous n'êtes pas un peu ministre de l'Intérieur.
presque malgré vous. C'est-à-dire Alors, qu'en fait, écoutez, on est quand même beaucoup sur des questions je travaille. d'organisation, de Oui, mais sécurité, de locaux. La question C'est un peu le ministère de la crise quand même. La question des groupes de besoins en 6e, 5e, on est là au cœur de la pédagogie et c'est évidemment ce Mais qui hormis fait tout cela, vous le l'essentiel. voyez bien, les questions, elles sont beaucoup des Je questions travaille d'ordre de beaucoup sécurité. avec mes collègues Gérard Darmanin et Éric Dupond-Moretti sur tout ce qui est sécurité, bien entendu. Je ne l'ai pas dit, mais ils sont très présents. Et vous savez, quand il y a des enquêtes qui sont conduites pour arrêter les personnes qui ont diffusé les messages sur Internet, tout cela a donné leur fruit. Mais vous imaginiez à quel point cette question de la sécurité prendrait autant de place? Je me sens pleinement ministre de l'Éducation et je n'entends pas du tout marcher sur les plates-bandes de mes collègues. Merci Nicole Belloubet d'être venue donc apporter des réponses ce matin, vous qui êtes ministre de l'Éducation nationale. Il est 8h52 sur AMC BFM TV.